On est vraiment dans une IA qui est capable de générer du texte ou de l'image sans avoir de référentiel connu. Bonjour Julien Villeray. Bonjour Jérôme. Directeur de l'innovation d'EDF, partenaire de Monde Numérique, que je suis ravi de retrouver chaque mois. Julien, on va parler d'intelligence artificielle. On a beaucoup parlé ces derniers jours de ce fameux chat GPT, cette intelligence artificielle conversationnelle. Alors, l'intelligence artificielle de ce style, vous y pensez vous-même chez EDF, et parce que cela peut avoir de véritables applications dans l'industrie. Oui, parce que l'intelligence artificielle, c'est évidemment quelque chose qui vient en comme on dit, c'est-à-dire qui vient aider les opérateurs ou les gens dans le métier de faire, par exemple, fonctionner des usines ou fonctionner d'ailleurs tout type de services à l'intérieur d'une entreprise. Mais jusqu'à présent, c'était plutôt des systèmes d'intelligence artificielle un peu rudimentaire, si je puis dire ainsi. Vous connaissez par exemple les chatbots qu'on utilise d'ailleurs tous dans notre vie quotidienne parfois pour dialoguer avec la SNCF ou un opérateur télécom quand on a un problème. On voit bien la limite de la compréhension et de l'usage de ce type d'IA. Ouais, là, c'est pas toujours la meilleure expérience en matière d'intelligence artificielle, le petit chatbot de base. On est quand même dans quelque chose qui ressemble à de l'arbre de décision et qui va analyser 2-3 mots et qui va nous proposer des choses un peu prédéfinies en fonction des quelques mots qu'il a détectés. Là, avec l'IA dite générative, et donc c'est le chat GPT dont on parlait, ou même pour les images DALL-E ou Stable Diffusion, on est vraiment dans une IA qui est capable de générer du texte ou de l'image sans avoir de référentiel connu. C'est-à-dire qu'on ne sait pas d'une certaine façon comment cette intelligence artificielle a réussi à construire ce texte ou à construire cette image. Elle l'a fait à partir de choses qu'elle a apprises. Alors parfois en allant aspirer des ressources sur le web, souvent sur la base d'un corpus qui lui a été fourni, et ça donne des résultats d'ailleurs assez remarquables. Si on regarde ces dernières semaines et même ces tout derniers jours, un peu la twittosphère qui s'est enflammée autour de ChatGPT, on voit à la fois une journaliste du New York Times qui a demandé à l'intelligence artificielle simplement d'écrire un article sur un test d'ordinateur écrit selon son style. Et le texte, honnêtement, pourrait être copié-collé dans le journal. Il est absolument impressionnant, très très inquiétant quand on est journaliste probablement, mais c'est absolument parfait. Et puis un autre analyste a testé pour répondre à sa fille qui devait faire un devoir sur Napoléon et les guerres napoléoniennes. Il lui a demandé d'écrire un article sur une des batailles napoléoniennes. L'article est absolument formidable, sauf que tout ce qu'il y a dedans est faux, en fait. C'est-à-dire que l'article raconte une bataille qui a existé, mais dont l'issue n'a pas été celle que l'intelligence artificielle raconte avec force détail. Donc, on voit bien que ces systèmes-là, voilà, c'est toute leur limite, c'est qu'ils font rêver, parce qu'ils sont totalement automatiques à tel point qu'ils ont l'air intelligents, mais en fait, ils le sont pas tant que ça encore. Mais alors, s'ils sont aussi peu fiables, on va dire, comment est-ce qu'on peut envisager dès à présent d'en faire malgré tout une utilisation professionnelle ? Alors justement, c'est vraiment la limite aujourd'hui dans laquelle on est, c'est que l'on peut utiliser leur capacité de compréhension de la demande. Et ça, aujourd'hui, on a des résultats absolument remarquables. Et d'ailleurs, les deux exemples que je viens de donner le prouvent. Ça veut dire que la machine a compris la question qui lui a été posée quand on lui a dit « écris-moi un article sur tel sujet dans le style de tel journaliste ». Donc, c'est vraiment une capacité de compréhension qui maintenant est très bien développée, est assez fiable. Et c'est là-dessus, finalement, qu'on se concentre, en espérant peut-être qu'un jour, la partie réponse, elle aussi, soit aussi fiable. Donc, si je prends l'exemple d'un projet qu'on a développé, qui s'appelle Xir, qui vient d'être lancé, c'est un projet qu'on incube depuis 2021, mais qui vient d'être rendu public et qui a ses premiers clients désormais qui travaillent avec cette société Xir chez EDF. L'idée, c'est quoi ? C'est que on a mis finalement en œuvre toutes ces techniques d'analyse de la donnée, ce qu'on appelle le traitement naturel du langage, comment comprendre les mots et les phrases qui me sont posées, le machine learning, comment la machine va réussir par elle-même à comprendre et à analyser tout un corpus de données pour pouvoir derrière faire des analyses statistiques, de la modélisation, enfin bref, tout ça, c'est des termes mathématiques et techniques, mais qui vont venir répondre à une problématique industrielle spécifique. Un exemple. Et c'est l'exemple que traite aujourd'hui Xir pour un certain nombre de ses clients. Aujourd'hui, la question de la qualité, ça représente un coût d'environ 9 à 10% d'un chiffre d'affaires pour un industriel. C'est-à-dire que, dit autrement, quand il a vendu un produit à 100 euros, en fait, ça va lui coûter 10 euros derrière de répondre au problème de non-qualité, parce que les clients vont se plaindre. Ils vont remonter le fait que ça marche pas comme ça devrait, que ça marche pas exactement de la meilleure façon. Et ça demande évidemment un traitement derrière, parce que une fois
fois que quand on est un gros industriel, on remonte des problèmes de qualité, donc il y a des centaines, des milliers de remontées, ce truc-là ne fonctionne pas pour telle raison, de telle façon, etc. C'est très difficile derrière d'aller exploiter ces rapports qui sont très qualitatifs, qui sont rédigés, hein, donc c'est des gens qui écrivent, donc par définition les gens ils écrivent pas tous pareil, ils utilisent pas tous les mêmes mots, ils parlent pas tous très bien, enfin ils écrivent pas tous très bien d'ailleurs, y compris dans leur langue. C'est non structuré comme on dit, c'est-à-dire ce sont des champs vraiment complètement libres. Et donc, on ne peut pas faire des analyses statistiques simples là-dessus, puisque, comme je dis, les mots peuvent être très différents pour dire la même chose. Et donc là, l'intelligence artificielle a une vraie valeur, puisqu'elle va pouvoir utiliser toutes ces données qui paraissent très complexes à analyser pour un humain lambda, et elle va, avec ces techniques d'analyse, réussir à faire émerger des raisonnements statistiques, des analyses statistiques, qui vont donner des pistes de solutions pour pouvoir derrière résoudre ces problèmes. Donc, dit encore plus simplement, pour 100 ou 1000 textes écrits à la machine en disant ce truc marche pas, ça n'a pas marché pour telle raison, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe, derrière, la machine va pouvoir dire tiens, il semblerait quand même que telle pièce, dans 70% des cas, soit défaillante ou pose tel problème au bout de tant de mois. Et donc, on va venir se concentrer pour traiter ce problème-là. Donc ça, c'est vraiment un exemple d'intelligence artificielle qui va faire en quelques minutes ou en quelques heures ce que l'humain prendrait probablement des mois ou des années à faire, donc en fait ne ferait pas. Donc c'est vraiment une IA qui augmente l'humain, qui augmente le travailleur plutôt que ne la remplace. On a souvent ce fantasme de dire que l'intelligence artificielle va remplacer l'ensemble des travailleurs que nous sommes. Elle va peut-être pas les remplacer, mais par contre elle va venir les augmenter. Et alors cette intelligence-là dont vous parlez, Julien, on peut déjà en mesurer les bénéfices. Elle est déjà utilisée concrètement. Alors, elle est déjà utilisée. Je donne cet exemple du contrôle qualité, par exemple, où elle est déjà utilisée opérationnellement. Mais un autre exemple qui est aujourd'hui largement utilisé dans tous les centres d'appel, toutes les grandes sociétés qui utilisent beaucoup d'employés dans les centres d'appel, c'est que les conversations sont transformées en texte. C'est-à-dire, je parle avec mon conseiller clientèle pour lui dire que j'ai tel problème ou que je veux m'abonner à telle offre. Les conversations sont transformées en texte par une intelligence artificielle, donc qui va reconnaître la voix et qui va le transformer en texte, anonymisé évidemment, tout ça ne porte pas le nom et les coordonnées du client. Et derrière, un système d'intelligence artificielle va venir analyser l'intégralité de ces coordonnées, de ces conversations, pour pouvoir en tirer des enseignements. Et les enseignements peuvent être de tout ordre. Par exemple, d'envoyer des alertes automatiques en disant tiens, c'est bizarre, là depuis 3 jours, on a une montée de X% des gens qui se plaignent sur telle ville, telle zone géographique ou sur telle technologie ou telle offre. Ou de dire tiens, on a remarqué que dans 70% des cas, quand on présentait à un client de l'offre A l'option B, il la prenait. Et donc, il y a une vraie appétence, et donc peut-être qu'on pourrait pousser cette option plus souvent parce qu'on sait qu'on va la vendre beaucoup plus facilement, etc., etc. Tout ça, c'est des recommandations en fait qui sont faites automatiquement par la machine. De la même façon, toujours dans un centre d'appel, quand aujourd'hui on appelle, par exemple, son opérateur téléphonique, le conseiller clientèle peut avoir automatiquement des informations qui lui sont poussées en disant oh là là. Attention, Monsieur Villeray nous a déjà appelé le mois dernier, il a eu un problème de facturation, on s'est trompé sur ceci, on s'est trompé sur cela, ou tout d'un coup, tiens, ses consommations à l'étranger ont explosé, proposez-lui l'offre ceci ou l'offre cela. Tout ça, c'est des choses qui sont proposées par la machine. C'est vraiment une assistance à la décision et à l'identification des problèmes et des besoins des clients, en fait. C'est exactement ça. Et on voit même maintenant, pour revenir à l'IA générative, des solutions comme DALL-E ou Stable Diffusion, la possibilité de créer des images à la demande, mais des images qui n'existent pas, y compris pas dans nos têtes, qui sont des images générées sur la base d'une demande en langage naturel. Je souhaite un portrait de Jérôme Colombin peint selon le style de Van Gogh. Ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il suffit d'entrer vraiment en texte dans le moteur et la machine va créer cette peinture. C'est évidemment des possibilités créatives énormes. Ça bouleverse aussi complètement tout un tas de marchés. Vous êtes graphiste. Quelle est demain votre valeur ajoutée? Vous avez une société qui vend des images qu'on appelle de stock, c'est-à-dire ces images qui coûtent quelques euros et qui permettent d'illustrer par exemple des slides PowerPoint, etc. Demain, il suffira de demander à PowerPoint crée-moi une image de 4 personnes autour d'un bureau en train de discuter de réalité virtuelle et automatiquement l'image va se créer. Et ça c'est demain, mais c'est demain, c'est-à-dire qu'en fait c'est déjà possible aujourd'hui. Donc c'est des choses que l'intelligence artificielle va vraiment transformer dans nos vies, mais là encore, dans une relation probablement de collaboration, d'augmentation finalement de l'humain, plus que de le remplacer.
Merci beaucoup, Julien Villeray, directeur de l'innovation d'EDF. Et puis, je vous enverrai ce portrait de moi à la façon de Van Gogh, si c'est réussi surtout. Merci. Merci.